Bonjour à tous. Dans le cadre de l'histoire des relations internationales, dans le cadre de cette initiation aux relations internationales, je voulais aujourd'hui aborder la question du paradoxe que sont la paix et la guerre. Derrière le terme de la paix, derrière le terme de la guerre, bien entendu, on pense aux affrontements, d'une part, et au processus de réconciliation, ou tout du moins d'acceptation, de fin d'hostilité, d'autre part, c'est-à-dire la paix. Dans les deux cas, que ce soit la guerre ou la paix, on a des sociétés politiques qui se mobilisent pour à la fois vaincre l'adversaire, parfois, soit pour préserver l'essentiel dans des situations de défaite. Mais dans les relations internationales, et en particulier dans l'histoire des relations internationales, il n'y a pas de véritable logique entre gagner une guerre et gagner la paix. On peut gagner une guerre et perdre la paix. On peut perdre la guerre et gagner la paix. C'est des registres qui ne sont pas nécessairement mécaniquement logiques, concomitants, qui correspondent nécessairement à la même définition et à la même linéarité. Et c'est pour ça que je voulais, dans ce séminaire, dans cette réflexion, vous proposer deux contextes historiques. Et ça, c'est quelque chose que je vous proposerai souvent, c'est-à-dire comment appréhender un sujet à partir de la matière historique. Donc, je vous donnerai à chaque fois des exemples historiques de comparaison qui vous permettent d'affiner votre réflexion sur cette relation entre la paix et la guerre. Je vais prendre deux situations historiques différentes, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, qui montrent que la relation entre gagner une guerre et gagner la paix ne sont pas concomitantes. Qu'on peut gagner une guerre et perdre la paix, et on peut perdre la paix et gagner une guerre. Premier cas, perdre une guerre et gagner la paix. C'est la guerre de 7 ans, 1756-1763. 1756-1763, c'est une guerre mondiale qui mobilise plusieurs États, plusieurs monarchies, dans le cadre d'une lutte de compétition entre deux empires, l'Empire français, l'Empire colonial français et l'Empire colonial britannique. Mais à cette dimension coloniale, qui se concentre sur les Indes d'une part et sur les Amériques d'autre part, il y a aussi une dimension continentale avec une confrontation entre l'Empire autrichien et le Royaume de Prusse de Frédéric II. Donc on a différents acteurs qui vont se mobiliser, la France alliée à l'Autriche et à la Russie, la Prusse alliée à la Grande-Bretagne, qui vont constituer la trame de ces années de guerre, de conflit de 7 ans. En 1763, la France est factuellement en train de perdre la guerre. Elle perd la guerre, elle perd ses colonies, elle a perdu le Canada en 1759, elle perd les Indes, elle a perdu les Indes par la conquête britannique, et donc la France est défaite. Elle est défaite aussi en Allemagne, malgré quelques victoires, le front a été vraiment, on peut dire, qui n'a pas été très glorieux pour les armées du roi. Et donc on voit que 1763, la France aborde le futur traité de Paris de manière défensive. À la tête du gouvernement français, nous avons le duc de Choiseul, Premier ministre depuis le début de la guerre de 7 ans, à une année près, à partir de 1758. Le duc de Choiseul est à la fois un homme brillant, a une intelligence vive, doué de compétences diplomatiques certaines, mais avec aussi une capacité à comprendre les enjeux du temps. Le duc de Choiseul a en face de lui le Premier ministre, pendant la guerre, le Premier ministre britannique William Pitt. William Pitt est le Premier ministre d'une nation victorieuse, qui l'emporte sur les 2/3 des terrains militaires, aux États-Unis, aux Amériques d'une part et en Europe d'autre part, avec des réussites importantes, notamment la chute de Québec et de Montréal, les victoires de Minden et de Korbach en Allemagne. Donc les Anglais sont victorieux, dominants, et donc pour eux, le traité doit sanctionner cette victoire. L'enjeu pour le duc de Choiseul, c'est limiter la défaite. Pour lui, la question, c'est les îles sucrières, donc les Antilles. Pour lui, ce n'est pas le Canada la perte, la plus importante. La perte
qui conditionne même la survie de la monarchie, serait la perte des Antilles. Antilles, dont une partie est occupée par les troupes britanniques. Et tout l'enjeu du duc de Choiseul vis-à-vis du Premier ministre anglais de l'époque, Lord Butt, c'est celui qui s'occupe de l'État britannique depuis l'éviction de William Pitt, c'est de pouvoir préserver au maximum l'autorité politique française dans les îles antillaises. Parce que ce sont des îles qui rapportent économiquement, par le sucre, et aussi, il faut le dire, par l'esclavage. Et le duc de Choiseul, donc, pense que ce modèle économique, ce poumon économique de la monarchie ne peut pas la perdre. Et tout le traité de Versailles va être un élément fondamental de négociation pour préserver cela. Et le génie du duc de Choiseul, c'est non seulement le fait de pouvoir préserver cette présence française aux Antilles, mais aussi comme gage de la reconstruction de la marine française, parce que la marine française, elle ne peut pas se constituer de rien, il lui faut un espace maritime, et donc cet espace maritime est la condition même du développement d'une nouvelle suprématie française dans les mers. Et donc pour Choiseul, les Antilles, c'est à la fois l'élément du capital économique et l'élément aussi futur d'un capital militaire reconstruit avec une flotte renaissante. Et donc c'est ce double enjeu qu'il va établir dans ces négociations qui vont donner lieu au traité de Paris de 1763, qui factuellement donne la suprématie à la Grande-Bretagne, mais qui en même temps donne paradoxalement les outils de la Renaissance française, qui va se traduire quelques années plus tard par la guerre d'indépendance américaine, où la France va prendre sa revanche sur la Grande-Bretagne. Donc il faut bien voir que lorsqu'on a une vision à long terme de la stratégie, on peut réussir à transformer une défaite militaire, parce que c'était une défaite militaire pour la France, humiliante, en une victoire politique, où la France va préserver l'essentiel, c'est-à-dire sa suprématie et les moyens de reconstruire justement son autorité militaire et politique. Donc ce traité de Paris est on va dire une fausse défaite. À cela s'ajoute au fait que pour Choiseul, l'erreur des Britanniques, c'est d'avoir considéré que parce qu'ils allaient avoir